La commandante Susan Brooks se tenait dans la salle du Conseil galactique. Ses mains agrippaient simple la rampe métallique devant elle. Le vote avait commencé passé une heure auparavant, et la Terre n'était pas au beau fixe. Au-dessus d'elle, des écrans géants diffusaient la Yartatsifus au fur et à mesure de leur arrivée. Les êtres de cristal de Vega passèrent en premier. Leurs lumières clignotèrent en rouge. Coupables. Les Zéphiriens, semblables à des insectes, arrivèrent ensuite. Leurs nombreux bras s'agitèrent pour signifier la culpabilité. Une à une, toutes les espèces extraterrestres de la galaxie votèrent de la même manière. Suzanne observa de nouvelles lumières rouges s'allumer sur les écrans. Les hommes-poissons du monde aquatique du Verseau votèrent coupables. Les nuages de gaz flottant des lunes de Jupiter votèrent coupables. Même les paisibles créatures végétales de la planète forêt votèrent contre l'humanité. Le lieutenant Paul Harrison se tenait à côté de Suzanne. Il était plus jeune et ne parvenait pas à cacher sa colère aussi bien qu'elle. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-il. « Quel crime avons-nous commis? Trop bruyant. Construire des choses trop vite. »« Silence, » dit doucement Suzanne. Elle devait rester calme. La Terre avait besoin qu'elle reste calme. Le porte-parole du Conseil flottait au centre de l'immense salle. Il ressemblait à une pieuvre géante faite de lumière. Ses nombreux tentacules bougeaient lentement tandis qu'il parlait. Le vote était terminé. Les 212 espèces membres avaient toutes voté. Le silence se fit dans la salle. Des milliers d'extraterrestres venus de différents mondes observaient depuis les tribunes. Certains avaient des écailles, d'autres de la fourrure. Certains étaient faits de roches ou d'énergie. Mais tous regardèrent les deux humains avec la même expression, soulagés que l'espèce dangereuse soit enfin contenue. La Terre est accusée d'expansion agressive, de développement technologique inconsidéré et de troubles à la paix de notre galaxie. L'orateur poursuivit. Sa voix résonnait comme un carillon éolien dans la tempête. Le verdict est unanime. Coupable de tous les chefs d'accusation. Suzanne sentit Paul se tendre à ses côtés. Elle posa une main sur son bras. Pas encore. Qu'il finisse. La sentence est l'exil. L'orateur annonça. La Terre et toutes les colonies humaines doivent se retirer de l'espace galactique. Vous disposez d'un cycle standard pour expulser votre espèce de tout territoire extérieur à votre système d'origine. Tout humain trouvé dans l'espace du Conseil après la date limite sera arrêté. Un cycle standard. 6 mois en temps terrestre. Suzanne fit rapidement le calcul de tête. L'humanité possédait des colonies sur 43 mondes, des stations spatiales sur une centaine de plus, des exploitations minières, des bases de recherche et des comptoirs commerciaux répartis sur des milliers de systèmes stellaires. Comment ont-ils pu déplacer 3 milliards de personnes en 6 mois? L'orateur n'avait pas terminé. Pendant la période d'évacuation, les vaisseaux humains seront surveillés. Toute action agressive entraînera une réponse militaire immédiate. Les portes de saut vers la Terre seront scellées une fois l'évacuation terminée. Cet exil est permanent. Paul n'a pas pu se retenir. Vous nous condamnez à mort. La Terre seule ne peut plus subvenir aux besoins de notre population. Nous avons besoin de ces colonies pour notre nourriture et nos ressources. Susan lui serra le bras plus fort. « Merci d'avoir clarifié les termes, » dit-elle d'une voix ferme et claire. Le peuple de la Terre accepte la décision du Conseil. Nous allons commencer les préparatifs immédiatement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les extraterrestres s'agitaient sur leurs sièges, leurs tentacules frémissants, leurs écailles bruissant. Ils s'attendaient à des disputes, des menaces, peut-être même de la violence. Les humains étaient connus pour leurs réactions émotionnelles. Cette acceptation calme semblait déplacée. L'ambassadeur d'Alta, un grand être de cristal bleu, se pencha en avant. « Et vous? Acceptez. » Sans protester, Suzanne se tourna vers la galerie. 3 milliards d'humains observaient ce moment à travers des communicateurs quantiques. Les colonies terrestres, ces vaisseaux,
Ces stations spatiales. Tout le monde attendait ce qu'elle allait dire. Bien sûr que nous acceptons, dit Susan. Son sourire était poli et professionnel. Vous avez clairement exprimé votre position. L'humanité n'est pas la bienvenue ici. Nous comprenons parfaitement. N'est-ce pas? Comme. Elle se tourna vers l'orateur. Il nous faudra les ordres d'évacuation officiels envoyés à toutes les agglomérations. Je suppose que vous avez une liste. Les tentacules de l'orateur se tordirent, comme s'il s'agissait d'une confusion. Oui, bien sûr. Mais, commandant Brooks, alors nous avons beaucoup de travail, interrompit Susan. Si vous voulez bien nous excuser, nous devons informer nos gens. 6 mois, ce n'est pas beaucoup. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Paul le suivit, le visage encore rouge de colère. Alors que les portes se refermaient derrière eux, Susan entendit les extraterrestres commencer à discuter entre eux. Ils semblaient inquiets. Tant mieux, pensa-t-elle, ils devraient s'inquiéter. Dans le couloir, Paul finit par exploser. « Commandant, comment avez-vous pu accepter ça? Ils sont en train de nous détruire. » Susan continua de marcher. Son sourire ne faiblissait pas. « Paul, te souviens-tu du vieux dicton qui disait qu'il ne fallait pas jeter de pierre dans les maisons de verre? Quel est le rapport? Tout ce que nous avons construit ici, chaque station, chaque colonie, chaque porte de seau, qui entretient tout ça? » Paul s'arrêta de marcher. La compréhension se lut sur son visage. Nous le faisons. Chaque route commerciale utilise nos portes. Chaque centre médical fonctionne grâce à notre technologie. La moitié de leur approvisionnement alimentaire provient de mondes agricoles humains. Le sourire de Susan s'éclaircit. Ils veulent notre départ. D'accord. Mais ils n'ont pas dit que nous devions abandonner nos jouets. La colère de Paul se transforma en autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Nous emportons tout avec nous. Jusqu'au dernier éclair, confirma Susan. Ils veulent une galaxie sans humains. Ils sont sur le point d'apprendre exactement ce que cela signifie. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur vaisseau, Susan activa son communicateur. Elle avait des appels à passer, des plans à mettre en œuvre. Le Conseil galactique pensait qu'ils exilaient une espèce problématique. Ils n'avaient aucune idée de ce pourquoi ils venaient de voter. La Terre avait eu 6 mois pour partir. Susan comptait s'assurer qu'une fois l'humanité partie, la galaxie ne les oublierait jamais. L'exil avait commencé, mais il ne se terminerait pas comme les extraterrestres l'espéraient. La présidente Lisa Garcia observait la foule qui remplissait la salle de l'Assemblée de la Terre unie. Toutes les places étaient occupées. Des gens se tenaient dans les allées et les entrées. Des drones télécommandés planaient au-dessus d'elle, envoyant son image aux colonies humaines de la galaxie. Derrière elle, d'immenses écrans diffusaient des cartes de l'espace humain. Des points rouges marquaient les 43 colonies terrestres. Des points bleus indiquaient les 200 stations spatiales. Des points jaunes marquaient les milliers d'exploitations minières et de bases de recherche. Tant de points, tant de foyers. Mes chers amis humains, commença-t-elle. Sa voix était calme mais forte. Il y a 3 jours, le Conseil galactique a voté notre exil de leur espace. Ils nous ont donné 6 mois pour partir. La foule s'est agitée, mais est restée silencieuse. Ils avaient tous vu le commandant Brooks accepter le verdict. Ils savaient que ce moment allait arriver. Ils pensent nous punir, poursuivit Lisa. Ils pensent que nous allons ramper jusqu'à la terre la tête basse. Ils pensent que nous allons abandonner tout ce que nous avons construit et disparaître en silence. Elle marqua une pause et sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. Ils ont tort. Les écrans derrière elle changèrent. De nouvelles images apparurent. D'énormes vaisseaux de transport, plus grands que tous ceux jamais construits. Des robots de chantier travaillent 24 heures sur 24. Des villes entières sont soigneusement démantelées et mises en conteneurs. J'annonce l'opération Exode. Lisa a dit « Nous n'abandonnons rien. Nous emportons tout avec nous. »
chaque bâtiment, chaque machine, chaque grain de terre de nos mondes terraformés. S'ils veulent nous faire disparaître, nous partirons. Mais nous ne leur laissons pas un seul atome de réussite humaine. La foule explosa. Les gens acclamèrent, pleurèrent, s'embrassèrent. Le bruit était assourdissant. Le capitaine Kevin Martinez observait le discours du président depuis la passerelle de son vaisseau, le Northern Star. Par les hublots, il pouvait apercevoir New Phoenix en contrebas, la première colonie humaine hors du système solaire. La ville s'étendait sur tout le continent et comptait 50 millions d'habitants. « Capitaine, nous recevons les ordres d'évacuation », rapporta son officier de communication. Kevin acquiesça et les afficha sur l'écran principal. Les ordres étaient simples mais choquants. Ne vous contentez pas d'évacuer les gens. Emportez tout. Bâtiments, routes, centrales électriques, même la terre végétale des fermes. Ne laissez rien derrière vous. « Monsieur, c'est impossible, » dit son premier officier, Janet Williams. « Comment déplacer une ville entière ?» Kevin étudia les plans fournis avec les ordres. On ne la déplace pas. On la démonte pièce par pièce. Regardez. Il nous envoie des drones de construction, des convertisseurs de matière, des unités de stockage moléculaire. Tout est embarqué dans ces nouveaux vaisseaux de transport qu'ils construisent. Janet siffla doucement. Ils y parviennent vraiment. Ils nous volent nos colonies. Je ne vole pas, corrigea Kevin. Elle a toujours été à nous. Nous l'avons construite. Nous l'avons entretenue. Maintenant, nous la ramenons à la maison. Dans la section ingénierie de la station spatiale Alpha, l'ingénieur en chef Ryan Cooper a collaboré avec son équipe pour comprendre leurs nouvelles directives. La station orbitait autour d'un important carrefour commercial où des dizaines d'espèces extraterrestres se rencontraient pour échanger des marchandises. « Ok, tout le monde, écoutez bien, » dit Ryan à son équipage mixte, humain et extraterrestre. « La Terre veut que nous commencions à déconnecter nos systèmes des sections extraterrestres de la station. » Toc, un zéphirin ressemblant à un insecte, leva un avant-bras. « Mais les systèmes humains contrôlent tout. Le système de survie, la gravité, la production d'énergie. Sans eux, les sections extraterrestres ne fonctionneraient pas. » Ryan haussa les épaules. « Ce n'est plus notre problème. Il voulait qu'on parte, rappelez-vous. On ne fait qu'obéir aux ordres. » Les membres de l'équipage humain échangèrent des regards entendus. Les extraterrestres semblaient inquiets. Au cours des semaines suivantes, la galaxie observa avec une inquiétude croissante l'humanité entamer la plus grande migration de l'histoire. Les nouveaux vaisseaux de transport étaient des merveilles d'ingénierie. Chacune pourrait contenir une ville entière, décomposée et stockée dans des champs de matière comprimée. Sur Harvest, le plus grand monde agricole de la galaxie, d'énormes machines travaillent jour et nuit. Elles ont récupéré la riche terre agricole que les humains avaient mis des décennies à perfectionner. Ils déterrèrent soigneusement chaque arbre fruitier, chaque plant de légumes. Ils asséchèrent les lacs et remballèrent les systèmes de purification d'eau. L'observateur éthérien envoyé pour surveiller l'évacuation flottait à côté de la directrice de la ferme, Sarah Kim. Sa forme fantomatique vacillait de détresse. « Vous prenez la terre ?» demanda-t-il, incrédule. « Mais nous sommes dans un monde vivant. On ne peut pas… »« Regardez-nous, » dit Sarah d'un ton enjoué. « Ce sol contient des bactéries terrestres, des nutriments terrestres. Il est à nous. » Vos conseils étaient très clairs. Ils veulent éliminer toute trace d'humain. Nous sommes juste minutieux. Elle désigna les énormes excavatrices. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que le substrat rocheux en dessous fera pousser de la nourriture sans problème. Peut-être dans quelques milliers d'années. La même scène se déroula dans l'espace humain. Les usines furent démantelées petit à petit. Les hôpitaux furent démantelés, avec tout le matériel médical et les données de recherche. Les écoles disparurent du jour au lendemain, emportant avec elles leurs bibliothèques et leurs bases de données. Mais le véritable choc survint lorsque les humains commencèrent à démanteler le réseau Jumpgate. L'amiral Julia Chung supervisait l'opération depuis la station de commandement.
Les portes de Sceaux étaient d'immenses structures créant des trous de verre artificiels entre les systèmes stellaires. L'humanité en avait construit la plupart. La porte 7 est sur le point de tomber en panne, rapporta son ingénieur. La porte 7 est sur le point de tomber en panne, rapporta son ingénieur. Commencez le processus, ordonna Julia. Sur l'écran, l'énorme porte annulaire commença à se replier sur elle-même. Des vaisseaux spécialisés intervinrent pour récupérer les débris. En quelques minutes, le raccourci entre deux systèmes commerciaux majeurs disparut. Le système de communication de Julia s'illumina de messages entrants. Des dizaines d'espèces extraterrestres l'appelaient, paniquées par leurs routes commerciales. Elle les ignora toutes. Son assistant Altarian s'approcha prudemment. « Amiral, le Conseil exige des explications. Sans les portes de Sceaux, les voyages entre les systèmes prendront des mois au lieu de quelques heures. » Julia ne quitta pas l'écran du regard. Les systèmes prendront des mois au lieu de quelques heures. Julia ne quitta pas l'écran du regard. Dites au Conseil qu'ils veulent notre départ. Les portes de Sceaux utilisent une technologie humaine. Nous ne pouvons pas abandonner un équipement aussi dangereux. Je suis sûr qu'ils comprennent. La forme cristalline vacilla d'inquiétude. Mais toute l'économie galactique dépend de ces portes. Ils auraient dû y penser avant de voter. À la fin du premier mois, l'ampleur du départ de l'humanité était claire. Ils ne se contentaient pas de partir. Ils effaçaient toute trace de leur présence. Et la galaxie commençait à prendre conscience de ce qu'ils avaient fait. L'ambassadeur Kyle Thompson entra dans la salle de réunion du Conseil galactique, le sourire aux lèvres. Les délégués extraterrestres avaient convoqué cette session d'urgence après 2 mois d'évacuation humaine. Ils semblaient inquiets. Kyle apprécia cela. Les tentacules du président du Conseil s'agitèrent nerveusement, tandis que Kyle prenait place. Autour de la table, des représentants de dizaines d'espèces l'observaient attentivement. Ambassadeur Thompson. L'orateur commença. Nous avons convoqué cette réunion pour discuter de certaines préoccupations concernant vos procédures d'évacuation. Kyle se laissa aller dans son fauteuil. Oh, il y a un problème? Nous partons comme prévu. En fait, nous sommes en avance. Le corps cristallin du représentant végétalien s'illumina en rouge. Vous démantelez les portes de Sceaux. Oui, acquiesça Kyle. Technologie humaine. Très dangereuse entre de mauvaises mains. Vous l'avez dit vous-même lors du procès. Mais les routes commerciales. Un centaure poilu sursauta. Il existera toujours, interrompit Kyle d'une voix douce. Les vaisseaux peuvent voyager entre les étoiles à l'ancienne. Ça prend quelques mois au lieu de quelques heures, mais je suis sûr que tu t'adapteras. La salle explosa de voix furieuses. Des tentacules ondulaient, des écailles tremblaient, des êtres énergétiques vacillaient. Kyle resta assis calmement, le même sourire poli ne quittant jamais son visage. De plus, hurlèrent les délégués rigéliens. Votre peuple supprime des infrastructures de colonies d'espèces mixtes, du matériel hospitalier, des générateurs électriques, des systèmes d'eau, tous conçus et construits par l'homme, dit Kyle. Nous avons les reçus si vous souhaitez les consulter. L'ambassadeur éthéréen s'avança. Et les installations médicales? La moitié de la galaxie dépend de médecins et de technologies médicales humaines. Le sourire de Kyle s'élargit. Nous sommes très touchés par votre inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Nous vous laissons des instructions détaillées sur les plantes locales pouvant être utilisées pour des remèdes de base. Très traditionnels. Très sûrs. C'est scandaleux. Les représentants zéphiriens agitent frénétiquement leurs avant-bras. Vous détruisez la civilisation galactique. Non, dit Kyle d'une voix soudain aigre. Nous éliminons la civilisation humaine. Vous avez voté pour. Nous sommes simplement minutieux. Sur la planète minière Drax 7, la directrice des opérations Carol Foster supervisait l'arrêt définitif. La planète était laide, rien que des rochers et des galeries minières. Mais ces galeries abritaient les plus grands gisements de cristaux de trilithium de la galaxie, la source d'énergie des technologies les plus avancées.
Carole regardait ses équipes emballer soigneusement chaque pièce d'équipement minier. D'énormes excavatrices se repliaient en unités de stockage incroyablement petites grâce à une technologie de compression humaine. Des systèmes de convoyeurs longs d'1 kilomètre disparurent dans des conteneurs de transport. Le surveillant altarien s'approcha d'elle, sa forme cristalline bleue palpitant d'anxiété. Le surveillant s'approcha d'elle, sa forme cristalline bleue palpitant d'anxiété. Madame Foster, vous devez quitter les systèmes d'extraction. La galaxie a besoin de ces cristaux. Carole vérifia sa tablette. Désolé, mais ce sont tous des systèmes humains. Les foreuses, les processeurs, l'équipement de sécurité, tout est à nous. Mais sans eux, comment extrairons-nous le trilithium? À l'ancienne, j'imagine. À la pioche et à la pelle. Je ne le recommande pas, mais le trilithium est assez toxique sans équipement de manipulation adéquat. Elle désigna le tunnel le plus proche. Nous faisons également s'effondrer la plupart des puits de mine. Pour des raisons de sécurité. On ne peut pas laisser de trous dangereux dans le sol. La lueur des Altarians s'est atténuée, vous scellez les dépôts de cristaux. Ce n'est pas notre problème, dit Carole en haussant les épaules. Vous avez 4 mois pour trouver une solution. Pendant ce temps, à la station de recherche Gamma, dans la nébuleuse de la tête de cheval, le docteur Amy Chen avait une conversation similaire avec ses collègues extraterrestres. La station était une opération conjointe, impliquant des scientifiques de nombreuses espèces. Annie, s'il vous plaît, suppliez le docteur Rix, un être végétal originaire du monde forestier de Verdania. La recherche sur le remède contre la peste, vous partagerez sûrement les données. Mon peuple souffre encore. Annie avait pitié de Rix. Ils avaient travaillé ensemble pendant des années. Mais les ordres étaient intellis ordres. Je suis désolé, Rix. Toute recherche humaine doit nous suivre. Les lois sur la propriété intellectuelle. Mais nous y avons travaillé ensemble. Les feuilles de Rix ont bruni de détresse. Tu as raison. Amy acquiesça. Elle tendit à Rix un petit bloc-notes. Voici toutes les recherches que tu as personnellement menées. Tes observations. Tes notes théoriques. Tout le reste a été traité par des ordinateurs humains, avec des méthodes humaines. Ce qui fait que c'est à nous. Elle commença à ranger le matériel de laboratoire. Les microscopes quantiques furent placés dans des caisses. Les bioscanners ont disparu dans des unités de stockage. Même la machine à café a été rangée. Les améliorations de navigation pour voyager à travers les nébuleuses, demanda Tichar, un être gazeux des lunes de Jupiter. Les algorithmes humains, dit Amy. Le système de détection des ondes gravitationnelles. Les capteurs humains. Les recettes de la cafétéria. Amy faillit rire. Définitivement humain. Bien que vous puissiez essayer de recréer le pain de viande spécial du jeudi, personne ne parvenait à deviner son contenu. Au fil des semaines, des vaisseaux extraterrestres se rassemblaient près des installations humaines, observant le grand démantèlement. Ils envoyaient message après message, devenant chaque jour plus désespérés. Les routes commerciales étaient en panne. Les crises médicales restaient impunies. Les réserves alimentaires diminuaient à mesure que les mondes agricoles humains fermaient leurs fermes. Le réseau complexe de la civilisation galactique, bâti au fil des siècles de coopération, s'effondrait. Dans les salles du Conseil, les séances d'urgence devenaient quotidiennes. Les extraterrestres se disputaient, se rejetaient à la faute, exigeaient des solutions inexistantes. On pourrait peut-être négocier, suggéra un jour le représentant végétalien. Leur proposer quelque chose pour quitter l'infrastructure. Avec quoi? S'exclama l'ambassadeur d'Ethereum. Ils emportent toute leur économie avec eux. Que pourrions-nous bien leur offrir? Les tentacules du porte-parole du Conseil s'affaissèrent. On pourrait peut-être s'excuser. Demandez-leur de rester. Le silence emplit la salle. Personne ne voulait admettre la vérité. Ils avaient commis une terrible erreur. Les humains ne partaient pas comme ça. Ils emportaient avec eux
le cœur de la civilisation galactique. Et il restait encore 4 mois à l'évacuation. Le docteur Rachel Green se tenait dans le hall vide de la station scientifique de la nébuleuse pourpre. Le centre de recherche bourdonnait autrefois d'activité. Des scientifiques de 20 espèces différentes y avaient travaillé côte à côte. Désormais, seuls les humains étaient restés. Et ils partaient également. Le transfert final des données était terminé, annonça son collègue, le docteur Stephen Ward. Toutes les recherches humaines ont été sécurisées et supprimées des serveurs partagés. Rachel contempla les murs nus où étaient autrefois accrochées récompenses et découvertes. Cette station avait guéri des maladies, percé les secrets de la matière noire et cartographié des galaxies lointaines. Rien de tout cela ne subsisterait. Tlac, son partenaire de recherche Altarian, flottait à proximité. Sa forme cristalline bleue palpitait de détresse. Il flottait à proximité. Sa forme cristalline bleue palpitait de détresse. Rachel, s'il te plaît, reconsidère ta décision. Nos travaux sur le remède contre la peste stellaire. Mon monde en a besoin. Des milliers de personnes meurent. Rachel ressentit une véritable douleur en répondant. Le remède utilisait une technologie de séquençage de l'ADN humain. Je ne peux te donner que les notes de tes propres contributions. Elle lui tendit un petit cristal de données. Celui-ci contient tout ce que vous avez personnellement découvert. Le reste nous appartient, mais nous avons travaillé ensemble. Nos découvertes se sont enrichies. Je sais, je suis désolé. Rachel a scellé une autre boîte d'équipement. Mais la décision du Conseil était claire. Séparation totale. Aucune technologie ni connaissance humaine ne peut subsister dans l'espace du Conseil. À travers la station, des conversations similaires eurent lieu. Le biochimiste Zéphirin implora les données de synthèse enzymatique. Le physicien végétalien implora les équations de stabilité des trous de verre. Les humains ne purent que secouer la tête et continuer à faire leur bagage. Au cœur économique du centre commercial galactique, le directeur Gregory Adams supervisa la fermeture des systèmes financiers de l'humanité. Pendant plus d'un siècle, les réseaux bancaires terrestres ont contribué à gérer le commerce interstellaire. Or, ces systèmes étaient en train de sombrer. Monsieur, je reçois des appels urgents de 17 gouvernements planétaires. A rapporté son assistante, Lisa Park. Le Commonwealth du Centaure affirme que tout son système de retraite s'effondrera sans nos algorithmes d'investissement. Grégory ne leva pas les yeux de son travail. Ce n'est pas notre problème. Transférez tous les biens humains sur les comptes Exodus. Annulez toutes les garanties de prêt. Annulez toutes les polices d'assurance. Mais, monsieur, cela va faire s'effondrer leurs économies. Ils auraient dû y réfléchir avant d'exiler leurs partenaires économiques. Tapa Grégory. Assurez-vous que chaque crédit humain, chaque investissement, chaque élément de notre infrastructure financière nous mène à bon port. À la station de recherche agricole située au-dessus de Harvest Prime, le docteur Patricia Wilson a supervisé l'extraction des plus grandes réalisations agricoles de l'humanité. La station avait développé des cultures capables de pousser sur des sols extraterrestres, assurant ainsi la sécurité alimentaire de dizaines de mondes. Son collègue de Draxi, Vorton, regardait avec horreur les robots empaqueter les banques de graines. Dr. Wilson, sans ces céréales hybrides, ma planète sera confrontée à la famine. Notre système agricole tout entier dépend des cultures développées par l'homme. Patricia interrompit son travail. Elle appréciait Vorton. Ils travaillaient ensemble depuis des années. Je vous laisse les échantillons de plantes indigènes que vous avez fournis. Mais les hybrides, les modifications génétiques, les accélérateurs de croissance, ce sont des innovations humaines. Des milliards de personnes mourront de faim. Alors votre gouvernement aurait dû voter différemment. Patricia a scellé un autre conteneur. Je suis sûr que le puissant Draxi peut comprendre l'agriculture. Vous le faisiez avant l'arrivée des humains. C'était il y a 1000 ans. Nous avons oublié les anciennes méthodes. L'expression de Patricia se durcit. Je vous suggère alors de vous rappeler rapidement. La fuite des connaissances s'accéléra.
Les bibliothèques fermèrent, les humains téléchargeant et supprimant leurs contributions. Les écoles techniques fermèrent, les enseignants quittèrent leurs programmes. Les bases de données de recherche disparurent, les données générées par l'homme étant supprimées. Le docteur Alan Cruz a réussi à faire fermer l'Académie de médecine galactique. L'institution avait formé des médecins de toutes les espèces connues, partageant librement les connaissances médicales humaines. Cette générosité touchait à sa fin. Le professeur Cruz, administrateur Ethereum de l'Académie, plaida. Les manuels de médecine peuvent certainement rester. Ils sauvent des vies dans toute la galaxie. Alan regarda les étagères vides où se trouvaient autrefois des manuels médicaux. Ces livres avaient été écrits par des médecins humains à partir de recherches humaines. Nous les emportons chez nous. Et les techniques chirurgicales, les procédures de diagnostic, les innovations humaines? Désolé. Hélène a emballé le dernier carton. Je suis sûr que la médecine traditionnelle de votre espèce suffira. Vous y êtes parvenu avant notre arrivée. La forme gazeuse de l'administrateur se dérobait d'anxiété. Nous avons intégré la médecine humaine si complètement. Sans elle, notre système de santé s'effondrera. La démocratie a des conséquences, répondit Alan. Votre peuple a voté. Voici le résultat. Au bout de 4 mois, l'importance de l'humanité est devenue évidente. Ils n'étaient pas seulement membres de la Société galactique, ils en avaient été l'épine dorsale. Leur technologie, leurs connaissances et leur expertise s'étaient intégrées à tous les aspects de la civilisation extraterrestre. Sur Terre, le président Garcia recevait constamment des messages de gouvernements extraterrestres implorant leur clémence. Des accords commerciaux furent proposés. Des excuses furent présentées. Certains suggérèrent même de reconsidérer le vote sur l'exil. Mais il était trop tard. Le grand démantèlement continuait. L'humanité emballait ses dons à la galaxie, morceau par morceau. Les extraterrestres avaient exigé la séparation, et ils l'obtenaient. Complètement, et de manière dévastatrice. Dans la salle du Conseil, les représentants se réunissaient dans la confusion et la peur. Sans traducteur, ils ne pouvaient pas communiquer. Sans conseillers humains, ils ne pouvaient résoudre la crise grandissante. Sans technologie humaine, leur civilisation commençait à s'effondrer. Ils avaient voté l'exil de la Terre, persuadés que les humains étaient le problème. Ils découvraient maintenant que les humains avaient toujours été la solution. L'amiral Nathan Torres se tenait sur le pont du vaisseau terrien Exodus, le plus grand vaisseau jamais construit par des hommes. À travers les immenses fenêtres, il pouvait voir la grande flotte humaine se rassembler. 10 000 vaisseaux transportant 3 milliards de personnes et tout ce qu'ils avaient construit parmi les étoiles. « Rapport d'étape », ordonna-t-il. Le capitaine Diana Rodriguez s'avança. « Tous les vaisseaux civils sont comptabilisés, amiral. Les vaisseaux industriels ont terminé leur collecte. » Nathan hocha la tête. L'heure était venue de la phase finale. Début de l'opération Ciel obscur. Dans l'espace humain, les dernières connexions avec la galaxie commencèrent à se rompre. Les balises de navigation qui guidaient les vaisseaux depuis des siècles s'éteignirent. Les stations minières qui alimentaient ces usines extraterrestres furent mises hors service. Les centres médicaux automatisés qui desservaient les mondes frontaliers fermèrent définitivement leurs portes. Sur le pont d'un patrouilleur près de la frontière de Vigan, le capitaine James Miller reçut ses derniers ordres. À toutes ces unités, ici commandement. Lancez le protocole furtif. Passez au noir dans 3, 2, 1. James actionna les interrupteurs. Son vaisseau disparut de tous les capteurs extraterrestres du secteur. La nouvelle technologie furtive, développée en secret ces derniers mois, diffusait de la lumière et de l'énergie autour de la coque. Aux yeux des systèmes de balayage de la galaxie, la flotte humaine avait tout simplement disparu. « Monsieur, nous recevons des messages de panique de l'avant-poste de Vagan », rapporta son officier de communication.
Ils signalent des pannes système, des contacts perdus. Ignorez-les. Nous sommes des fantômes maintenant. James observa d'autres vaisseaux humains disparaître des écrans. Cap sur le point de rendez-vous. Dans les salles du Conseil galactique, les alarmes d'urgence retentirent. L'immense écran tactique, qui indiquait depuis toujours la position de chaque vaisseau majeur, affichait désormais l'espace vide où se trouvait la flotte humaine. Où sont-ils? Les tentacules des délégués rigéliens s'agitèrent. 3 milliards d'humains ne disparaissent pas comme ça. Les terriens naviguaient entre les relevés des scanners. Nos capteurs ne montraient rien. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Le commandant militaire zéphirin frissonna nerveusement. Toute leur flotte avait disparu. Les cargos, les vaisseaux militaires, même les transports de la colonie. Tous invisibles. Sur le havre de la station médicale, le docteur Jennifer Blake achevait la dernière procédure d'arrêt. La station avait desservi les mondes frontaliers pendant 50 ans, prodiguant des soins d'urgence à tous ceux qui en avaient besoin. Ses locaux étaient désormais vides, son matériel rangé. « Madame, la colonie Draxi signale une urgence médicale », a déclaré son assistant. « Leur épidémie se propage. Ils ont besoin de notre aide. » Jennifer regarda les écrans sombres, les lits vides. « Nous ne sommes plus autorisés à porter assistance aux espèces du Conseil. Notre mission ici est terminée. » Elle se dirigea vers les capsules de sauvetage où attendait le dernier personnel humain. Terminé. Elle se dirigea vers les capsules de sauvetage où attendait le dernier personnel humain. Au lancement de leurs capsules, les lumières de la station s'éteignirent une à une. Un autre don humain à la galaxie plongé dans l'obscurité. Le réseau de transport ressentit ensuite la perte. Les portes de saut cédèrent lorsque leur système de contrôle, construit par les humains, s'éteignirent. Les vaisseaux se retrouvèrent bloqués entre les étoiles. Les routes commerciales, qui prenaient des heures auparavant, nécessitaient désormais des mois de voyage conventionnels. L'amiral Kraft, de la flotte collective, observa, impuissant, la porte de saut devant lui vaciller et s'éteindre. Pouvons-nous la réparer? Ses plumes d'ingénieur s'affaissèrent. Les systèmes de contrôle sont cryptés par des codes humains. Sans leurs techniciens, nous sommes bloqués. Kraft consulta les cartes stellaires. Ce qui avait été un voyage de 2 jours jusqu'à sa planète d'origine prendrait désormais 8 mois. Ses provisions ne dureraient pas 3 mois. Les satellites de contrôle météorologique terrestre autour des mondes terraformés s'éteindraient ensuite. Sans intervention humaine, les climats soigneusement équilibrés commencèrent à se dégrader. Les mondes désertiques, reverdis, se mirent à se réchauffer à nouveau. Les planètes de glace, réchauffées, commencèrent à se dégrader. Les mondes désertiques, reverdis, se mirent à se réchauffer à nouveau. Les planètes de glace, réchauffées, commencèrent à geler. Le gouverneur Tlax de Nouvelle Prospérité vit son ciel changer de couleur lorsque les processeurs atmosphériques se déconnectèrent. Combien de temps avant que l'air ne devienne irrespirable? Son conseiller scientifique calcula rapidement. Sans les systèmes humains, 6 mois, peut-être moins. Au 5e mois, la galaxie était en crise. Les économies s'étaient effondrées sans les banques humaines. Les épidémies se propageaient sans la médecine humaine. Les pirates régnaient sur l'espace sans patrouilles humaines. Des mondes étaient menacés de famine sans agriculture humaine. Dans le système solaire terrestre, les derniers préparatifs étaient terminés. Le président Garcia se tenait devant les commandants de la flotte rassemblée. Derrière eux, la Terre elle-même était dissimulée derrière d'énormes générateurs de boucliers, invisibles à toute technologie de balayage. Mesdames et messieurs, l'opération Breakaway commence maintenant. Tous les vaisseaux, préparez-vous au départ. La flotte humaine, invisible et intraçable, se mit en mouvement. Elle ne se dirigea pas vers un point de saut connu, mais vers les confins de la galaxie. Vers le vide qu'aucune espèce n'avait jamais réussi à pénétrer. Derrière elle,
Elle laissait derrière elle une galaxie qui commençait à comprendre le véritable prix de la peur et des préjugés. Les extraterrestres avaient voté pour l'exil de l'humanité. Ils apprenaient maintenant ce que signifiait réellement la vie sans humains. Le Conseil envoya des messages désespérés dans le vide, implorant l'humanité de revenir. Mais les fréquences étaient mortes. Les points de saut scellés. La Terre avait disparu aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. La galaxie avait obtenu ce qu'elle voulait. L'humanité avait disparu. Le vide s'étendait devant la flotte humaine tel un océan d'obscurité totale. Aucune étoile n'y brillait. Aucune planète ne tournait. C'était l'espace vide entre les bras galactiques que toutes les espèces disaient impossible à traverser. Le docteur Charles Young se tenait sur le pont d'observation du vaisseau scientifique Horizon. Son équipe travaillait depuis des mois sur les équations. Les mathématiques disaient que c'était possible. Les autres espèces s'étaient trompées. Le vide n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Initialisez les générateurs de ponts quantiques, ordonna-t-il. Dehors, d'immenses structures apparurent. Chacune d'elles avait la taille d'une petite lune, construite en secret pendant l'évacuation. Elles s'organisèrent selon un schéma précis autour de la flotte. Les niveaux d'énergie sont stables, rapporta le docteur Nini Patel, son adjoint. Le champ quantique se forme. Charles observa attentivement les instruments. Il s'apprêtait à tenter quelque chose qu'aucune espèce n'avait jamais réussi. Créer une voie stable à travers le vide. La technologie était basée sur la physique humaine, que les extraterrestres avaient toujours jugée impossible. « Mon Dieu !» murmura Nina. « Ça marche. » Devant eux, l'espace lui-même commença à se courber. Un tunnel de réalité tordue se forma, menant au plus profond des ténèbres. Le chemin était stable, sûr et totalement invisible pour quiconque ne disposait pas de technologie humaine. Sur le vaisseau de commandement, l'amiral Torres en reçut la confirmation. À tous les vaisseaux, préparez-vous à entrer dans le vide. Restez en formation. Suivez les vaisseaux balises. Un à un à 10 000 vaisseaux entrèrent dans le pont quantique. Des familles se pressèrent contre les fenêtres, observant défiler les étranges couleurs de l'espace déformé. Les enfants nés pendant l'Exode virent des merveilles que leurs parents pouvaient à peine comprendre. Le capitaine Helen Ross pilotait l'un des vaisseaux balises. Ces vaisseaux spéciaux guidaient la flotte à travers le tunnel quantique, veillant à ce que personne ne se perde dans les géométries impossibles de l'espace replié. « Passé, dit-elle à son équipage, le voyage durera 3 semaines. Ensuite, nous atteindrons l'autre côté. » De retour dans l'espace du Conseil, la galaxie sombra dans un chaos plus profond. Le Conseil galactique se réunissait en session d'urgence après session d'urgence, mais sans traducteurs humains. Ils ne pouvaient se comprendre. Chaque espèce était prisonnière de sa propre bulle linguistique. Le représentant végan brandissait une tablette affichant des graphiques économiques. Tout était rouge. Tout était en chute libre. La richesse de systèmes entiers s'évaporait sans les systèmes bancaires humains. Le délégué Zéphirin montra des images de récoltes mourantes. Sans la science agricole humaine, les réserves alimentaires s'épuisaient sur une centaine de mondes. Les terriens vibraient de rapports de propagation de maladies. Sans médecine humaine, d'anciens fléaux revenaient, et de nouveaux étaient inéluctables. Mais le pire, c'étaient les messages provenant des mondes frontaliers. Sans porte de sceau, sans patrouille, sans réseau de communication, des civilisations entières étaient coupées les unes des autres. La galaxie se fragmentait en poches isolées. 3 semaines plus tard, la flotte humaine émergeait du vide pour une nouvelle galaxie. La première chose qu'ils virent leur coupa le souffle. 3 soleils dansant ensemble, leurs lumières combinées peignant l'espace de couleurs jamais vues par un humain. Les analyses révèlent 12 mondes habitables dans ce seul système, a rapporté l'équipe d'enquête. Aucun signe de civilisation avancée. Tout est à nous. La présidente Garcia se tenait sur le pont de l'Exode, les larmes aux yeux. Nous avons réussi. Nous sommes de retour.
La flotte se déploya, chaque vaisseau se dirigeant vers sa planète d'origine. Les habitats mobiles prirent des orbites. Les vaisseaux industriels commencèrent à défricher les villes. Les vaisseaux agricoles cherchèrent les meilleurs endroits pour cultiver la terre volée à la Terre. En quelques jours, les premières colonies humaines prirent forme sous des soleils extraterrestres. Des enfants jouaient à la lumière de 3 étoiles. Des agriculteurs testaient la nouvelle Terre sous des cieux étranges. Des scientifiques étudiaient des phénomènes qui auraient étonné leurs anciens collègues. Mais le véritable triomphe survint lorsque les systèmes de communication furent mis en marche. Madame la Présidente, annonça le directeur des communications, nous détectons des signaux provenant de cette galaxie. 3 espèces, toutes primitives, toutes curieuses de nous. Garcia sourit. Ouverture des canaux. Présentons-nous correctement cette fois. Le premier contact s'est fait avec une espèce qui ressemblait aux dauphins terrestres, mais qui vivait sur Terre. Ils étaient amicaux, avides d'apprendre, enthousiasmés par leurs nouveaux voisins apparus de nulle part. Vous venez d'une autre galaxie, demanda leur chef par l'intermédiaire des traducteurs nouvellement calibrés. Comment est-ce possible? Nous serons heureux de partager nos connaissances, répondit Garsou. Nous croyons à la coopération et aux bénéfices mutuels. Mais d'abord, laissez-nous vous parler de nous, de notre histoire et de nos espoirs pour l'avenir. Alors que l'humanité commençait à se faire des amis dans sa nouvelle patrie, son ancienne galaxie continuait de souffrir. Le Conseil tenta désespérément de rétablir le contact avec la Terre, mais c'était impossible. Les humains avaient ainsi complètement disparu que certaines espèces commencèrent à se demander s'ils avaient jamais existé. Seuls les systèmes défaillants, les portes de sceaux silencieuses et les mondes vides demeuraient, preuve de l'existence humaine. La galaxie avait exilé la Terre. Ils apprenaient maintenant que certaines décisions étaient irréversibles. Dans leur nouveau foyer, l'humanité prospéra. Elle bâtit des villes sous des soleils triples, se lia d'amitié avec des espèces qui l'accueillirent et créa un avenir où la peur et les préjugés n'avaient plus leur place. Elle avait été chassée de son premier foyer, mais en tentant d'enfermer l'humanité, la galaxie ne fit que la libérer pour qu'elle trouve un monde meilleur. 6 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de l'humanité. La salle du Conseil galactique n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. La peinture s'écaillait des murs. Les lumières vacillaient et s'éteignaient. Sans entretien humain, même le majestueux bâtiment du Conseil tombait en ruine. L'orateur flottait au centre, ses tentacules s'affaissant d'épuisement. Les rares représentants, encore en mesure de se rendre à la capitale, gardaient un silence inquiet. La plupart ne pouvaient plus faire le voyage. Les portes de sceaux étaient hors service, et les voyages conventionnels prenaient trop de temps. Le commerce dans le secteur 7 était complètement interrompu. Le délégué rigélien fit son rapport par l'intermédiaire d'un traducteur grésillant. L'appareil était de fabrication extraterrestre, de piètre qualité comparée à la version humaine. Sans porte de sceaux, nos navires marchands ne peuvent atteindre leur destination. La forme cristalline du représentant végétalien a perdu son éclat. Urgence médicale sur 12 de nos mondes. La peste se propage. Nos médecins ne savent pas comment l'arrêter sans recherche humaine. La zéphirine a claqué ses mandibules avec tristesse. Émeute de la faim dans nos colonies extérieures. Les récoltes meurent. Nous avons essayé de planter nos anciennes espèces indigènes. Des colonies. Les cultures meurent. Nous avons essayé de planter nos anciennes espèces indigènes, mais nous avons oublié comment les cultiver. Tous les rapports étaient identiques. Système défaillant. Économies en ruine. Maladies se propageant. Mondes affamés. La grande civilisation galactique s'effondrait comme du sable. Le délégué éthéré vacillait faiblement. Peut-être avions-nous fait une erreur. Une erreur. Les balances des Draxis résonnèrent d'un rire amer. Nous avons exilé l'espèce qui maintenait notre société.
Nous avons rejeté les êtres qui ont rendu notre prospérité possible. Ce n'est pas une erreur, c'est un suicide. Dans les archives historiques, un jeune chercheur altarien nommé Quillex étudia les anciens documents. Avant le vote, avant l'exil, des avertissements avaient été émis. Les philosophes humains avaient écrit sur l'interdépendance de la société galactique. Les économistes humains avaient montré à quel point les extraterrestres dépendaient des contributions de la Terre. Les scientifiques humains avaient expliqué que la coopération rendait chacun plus fort. Les extraterrestres les avaient tous ignorés. « Regardez ça !» dit Quillex à son collègue en montrant un cristal de données. Les humains proposaient de tout partager librement. La technologie, la médecine, le savoir, tout, ils ne demandaient en échange que respect et égalité. La forme cristalline de ses collègues palpitait de regret. Et nous les qualifions de dangereux. Nous disions qu'ils étaient trop ambitieux, trop agressifs. Mais regardez-nous maintenant. Ils sont partis et nous mourrons. Quillex trouva d'autres documents, des vidéos d'enseignants humains expliquant patiemment des concepts complexes à des étudiants extraterrestres. Des images de médecins humains travaillant sans relâche pour sauver des vies extraterrestres. Des données montrant des ingénieurs humains entretenant des systèmes à travers la galaxie sans demander de crédit. Ils n'imposaient jamais leur aide à qui que ce soit, réalisa-t-il. Ils la proposaient simplement, et nous avions tellement peur de leur énergie, de leur passion, que nous les avons repoussés. Sur l'ancienne colonie humaine de New Haven, une équipe de sauvetage Centauri fouillait la ville déserte. Ils espéraient trouver une technologie fonctionnelle, une base de données oubliée, tout ce qui pourrait aider leur monde en déclin. Le capitaine Vrex guida son équipe à travers les ruses immaculées. Les humains avaient tout emporté, même les lampadaires. Il ne restait plus que le sol nu où s'élevait autrefois une métropole prospère. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose !» cria un membre de son équipage. Vrex accourut. Sur ce qui avait été la place centrale de la ville se dressait un monument unique. Les humains l'avaient laissé comme unique message à la galaxie. Des mots étaient gravés dans la pierre en une centaine de langues. Vous nous avez craints parce que nous osions rêver. Vous nous avez exilés parce que nous refusions de nous soumettre. Nous vous laissons la galaxie que vous désiriez. Une galaxie sans ambition humaine, sans innovation humaine, sans espoir humain. Puissiez-vous la trouver à votre goût. Le peuple de la Terre. Vrex fixa ces mots jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Autour de lui, son équipage se tenait dans un silence honteux. De retour dans la salle du conseil, l'orateur rappela à l'ordre. Nous devons réessayer de contacter la Terre, présenter nos excuses, les supplier de revenir. Comment ? Demanda amèrement le délégué végétalien. Nous ne savons même pas où ils sont allés. Leur technologie nous dépasse. Leurs systèmes furtifs les rendent invisibles. Nous les avons chassés. Et maintenant, même si nous le voulions, nous ne pouvons plus les retrouver. La voix du Rigélien était lourde de défaite. Ils nous ont prévenus. Ils ont dit que la démocratie avait des conséquences. Ils ont dit que nous apprendrions le véritable prix de la peur et des préjugés. Le silence s'est installé dans la salle. Dehors, d'autres lumières ont disparu. Une autre porte de sceau s'est éteinte. Un autre monde a perdu le contact. La grande civilisation galactique a poursuivi son lent déclin. Dans leur arrogance, ils avaient voté l'exil de la Terre. Dans leur arrogance, ils avaient voté l'exil de la Terre. Par peur, ils avaient chassé leurs plus grands alliés. À présent, alors que leur société s'effondrait autour d'eux, ils comprenaient enfin ce qu'ils avaient perdu. Mais la compréhension arrivait trop tard. Les humains avaient disparu, prospérant dans leur nouveau foyer parmi les triples soleils. Et la galaxie qu'ils avaient laissée derrière eux apprenait la plus dure des leçons. Certaines erreurs sont irréparables. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. L'exil était complet, mais ce n'est pas l'humanité qui en a souffert. 5 ans s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait disparu dans le néant.
Dans une galaxie bien loin de celle qu'elle avait quittée, l'humanité avait construit quelque chose de merveilleux. Dans une galaxie bien loin de celle qu'ils avaient quittée, la race humaine avait construit quelque chose de merveilleux. La présidente Lisa Garcia se tenait sur la plateforme d'observation de la station Terra Nova. La vue lui coupait encore le souffle. 3 soleils dansaient dans le ciel. Un bleu, un jaune, un orange. Leur lumière combinée peignait 12 mondes humains de couleurs jamais vues sur Terre. Madame la Présidente, les Shimmers sont ici pour la réunion commerciale, annonça son assistant, Robert Chu. Lisa sourit. Les Shimmers étaient les créatures ressemblant à des dauphins que l'humanité avait rencontrés pour la première fois. Ils étaient devenus de véritables amis et de fervents partenaires commerciaux. Contrairement à l'ancienne galaxie, ces êtres considéraient les humains comme leurs égaux dès le début. Dans les vallées agricoles de New Eden, des enfants jouaient sous le triple lever de soleil. Maria Santos regardait sa fille cueillir les fruits d'arbres soigneusement transplantés de la terre. La terre qu'ils avaient bien apprise à leur colonie s'était mélangée à la terre locale, créant quelque chose de nouveau et de beau. « Maman, pourquoi ces méchants extraterrestres nous ont-ils fait partir ?» demanda la petite Sophia. Maria s'agenouilla près de sa fille. « Ils avaient peur de nous, ma chérie. Peur parce que nous étions différents. Mais leur peur nous a conduits ici, vers un monde meilleur. Je préfère être ici, décida Sophia. Nous avons 3 fils et de gentils amis extraterrestres. » Au-dessus d'eux, des équipes de construction travaillaient sur le nouveau projet de l'humanité. Des portes de sceaux s'élevaient à nouveau, mais elles étaient différentes. Elles étaient dotées de dispositifs de sécurité, de protection et d'une nouvelle règle. Seules les espèces respectueuses des humains pouvaient les utiliser. L'amiral Nathan Torres, désormais à la tête du corps d'exploration, rencontra le Conseil des 3 soleils, l'instance démocratique qui gouvernait le nouveau foyer de l'humanité. Nous avons pris contact avec 2 autres espèces des systèmes extérieurs, a-t-il rapporté, les tisserands. De cristal et les nébuleux, tous 2 s'intéressent au commerce et aux échanges culturels. « Quelle est notre approche ?» a demandé David Kim, membre du Conseil. « Comme toujours, mains ouvertes, esprits ouverts. Nous partageons nos connaissances librement avec ceux qui nous considèrent comme des égaux. » Nathan sourit. « Mais cette fois, nous gardons nos précautions. Nous avons retenu la leçon sur les relations à sens unique. Nous gardons nos précautions. Nous avons retenu la leçon sur les relations à sens unique. » Dans les laboratoires scientifiques de l'Université New Horizon, le Dr Charles Yang enseignait à une classe mixte composée d'humains et de miroitements. Les étudiants extraterrestres flottaient dans des tubes remplis d'eau, tandis que les humains étaient assis à des bureaux. Des traducteurs universels, meilleurs que les anciens, permettant à chacun de comprendre parfaitement. Aujourd'hui, nous allons étudier la mécanique des ponts quantiques, annonça-t-il. C'est la technologie qui nous a amenés ici, qui nous a permis de traverser le vide que tout le monde disait impossible. Un jeune Shimmer leva une nageoire. « Professeur, les humains partageront-ils cette technologie avec nous ?» répondit Charles. « Mais rappelez-vous notre accord. Le savoir est partagé entre égaux. Tant que nous nous respectons mutuellement, nous grandissons et ensemble. » Dans la nouvelle capitale de Trinity, le président Garcia a rencontré l'ambassadeur 3 Ripples of the Shimmers. Les motifs de peau extraterrestres y ont changé sous l'effet de l'émotion tandis qu'ils discutaient de leur dernier projet. « Le programme d'échange médical fonctionne à merveille, » rapporta 3 Ripples. « Vos médecins apprennent nos chants de guérison. Nos guérisseurs étudient vos techniques chirurgicales. Ensemble, nous avons déjà guéri 2 maladies. » « C'est ainsi que cela doit être, » dit Lisa. Différentes espèces, différentes forces, travaillant ensemble sur un pied d'égalité. Par sa fenêtre, elle voyait des enfants jouer dans les parcs, des enfants humains et de jeunes miroitements barboter ensemble dans les fontaines. Ni peur, ni préjugés, juste de la joie. Tommy Chen,
10 ans, né pendant l'Exode, n'avait jamais connu la Terre. Pour lui, son foyer était ce lieu où vivaient ses 3 fils et des extraterrestres amicaux. Il jouait avec son ami miroitement, Bubble Singer, créant des œuvres mêlant dessins humains et motifs lumineux extraterrestres. Mon professeur dit que les humains viennent de loin, dit le chanteur de bulles. C'est vrai que tu n'as eu qu'un fils. C'est ce que ma mère me dit, répondit Tommy. Et les extraterrestres là-bas étaient méchants. Ils ne voulaient pas être amis. Ce chanteur de bulles idiot décida qu'être ami était le meilleur. Alors que le soleil se couchait dans leur danse complexe, les nouveaux mondes de l'humanité rayonnaient de vie et d'espoir. Les villes se développaient, le commerce prospérait. Le savoir circulait librement entre des espèces qui se respectaient mutuellement. Lisa Garcia, debout dans son bureau, contemplait une vieille photo de la Terre. Elle n'éprouvait aucune colère envers la galaxie qui les avait exilés. En tentant d'emprisonner l'esprit de l'humanité, il l'avait libéré. En repoussant les humains, il les avait poussés vers quelque chose de meilleur. Un rire d'enfant s'échappa par sa fenêtre, des voix humaines et extraterrestres se mêlant. Tel était l'avenir de l'humanité, non pas en exilé, mais en bâtisseur de quelque chose de nouveau. Non pas en parias, mais au cœur d'une jeune alliance fondée sur le respect mutuel. Elle toucha doucement la photo, puis l'arrangea. La Terre serait toujours le berceau de l'humanité. Mais ici, sous 3 soleils, parmi des amis qui les considéraient comme leurs égaux, l'humanité avait trouvé sa véritable demeure. La galaxie avait voté l'exil de la Terre. Au final, ils avaient rendu le plus grand service possible à l'humanité. Ils l'avaient libérée pour qu'elle trouve sa destinée parmi les étoiles.